L'hommage de la nation à ces victimes du terrorisme, la place de la République à Paris sera désormais associée à jamais aux victimes des attentats de 2015. En Israël, la police continue de rechercher des complices après l'attentat de Tel Aviv. Le père et le frère du terroriste abattu vendredi ont en revanche été relâchés aujourd'hui. Plus de 500 plaintes déjà recensées en Allemagne après les agressions ayant visé des femmes la nuit du Nouvel An. Des attaques qui auraient été planifiées et attribuées à des réfugiés selon les autorités. Bonsoir, c'est donc un hommage de la nation française qui a été rendu aujourd'hui aux victimes du terrorisme. 1 an après les attentats de janvier, 2 mois après ceux de novembre, François Hollande a présidé des cérémonies très solennelles sur la place de la République. Hommage musical mais aussi visuel avec cet arbre planté sur la place et qui symbolise donc le recueillement en mémoire des nombreuses victimes. Le récit de David Klezewski. Un arbre du souvenir planté place de la République. Haut d'une dizaine de mètres, un chêne qui symbolise la force et l'espoir. Érigé en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des hommages qui ont débuté ce matin. Ce dimanche de janvier. Le chanteur Johnny Hallyday entonne un dimanche de janvier, place de la République, face aux officiels, aux proches des victimes et devant plusieurs centaines d'anonymes. En sortant de la voiture présidentielle, François Hollande rejoint le Premier ministre, Manuel Valls, et la maire de Paris. Ensemble, ils dévoilent une plaque à la mémoire des victimes. Janvier et novembre. Les autorités rendent hommage aux Français tombés sous les balles des terroristes en 2015. Dépôt d'une gerbe de fleurs, lecture d'un texte écrit par Victor Hugo. Puis le chœur de l'armée française reprend les notes de Jacques Brel. La place de la République plonge ensuite dans le silence le temps d'1 minute. Une cérémonie sobre et solennelle, sans discours politique, face à des Parisiens émus mais moins nombreux que prévu. Le président se recueille auprès des familles des victimes. Il prend ensuite la direction de la Grande Mosquée de Paris. Visite surprise avec des responsables religieux musulmans. Une journée qui marque la fin d'une semaine d'hommage. La France a connu en 2015 les pires attentats de son histoire. Et dans une demi-heure, Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur assassiné à Charlie Hebdo, sera en direct avec nous depuis Paris. En Israël, les membres de la famille du terroriste auteur de la fusillade de Tel Aviv ont été relâchés aujourd'hui, mais d'autres habitants du village restent en état d'arrestation. La police pense clairement qu'il a été aidé à se cacher dans son village natal après avoir commis son forfait. Reportage sur place, Maël Benoliel. L'enquête n'est pas encore terminée, les recherches se poursuivent toujours. Le quartier dans lequel se cachait Nachat Milchem était de nouveau bouclé par les forces de sécurité israéliennes ce dimanche. Et c'est la maison de cet homme qui est dans la ligne de mire des policiers et des services de renseignement. Son fils a même été interpellé. Je viens de rentrer du travail, on ne m'a pas laissé m'approcher. Je ne sais pas ce qui se passe, nous sommes encore sous le choc, je n'ai rien à voir avec tout cela. Je ne sais pas ce qu'ils nous veulent. Pendant une semaine, ils se cachaient ici, mais moi, je n'en savais rien. Si j'avais su, j'aurais prévenu la police. Mais à Harara, tous ne partagent pas cette opinion. En tant qu'Arabes israéliens, nous sommes contre ce qui s'est passé dans le village d'Harara, dans notre quartier d'Al-Daharat, à savoir un meurtre de sang-froid, parce que c'est une méthode cruelle. 48 heures à peine après l'élimination de Nachat Milchem, la tension reste encore perceptible dans ce village du nord d'Israël. Nous sommes tous encore sous le choc de savoir qu'il était là. S'il avait été intelligent, il se serait caché dans un endroit où les gens ne le connaissaient pas. Je ne connais pas les intentions de ceux qui ont pu l'aider, lui apporter de l'eau, de la nourriture ou des cigarettes, ou s'ils sont tombés sur lui par hasard dans la rue et n'ont rien dit à la police. Le père ainsi que le frère de Nachat Milchem ont été libérés ce dimanche après quelques jours de garde à vue sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Même s'il ne fait plus aucun doute que le tireur a reçu de l'aide de la part de certains habitants ou proches, la famille Milchem n'a pas souhaité réagir et nous a demandé de respecter le deuil de leur enfant.
Alors justement, le deuil et pour l'instant, le corps du terroriste n'a pas été rendu à la famille pour les obsèques. La police israélienne a retardé cette procédure. On va faire un nouveau point justement sur l'enquête avec Maël Benoliel sur place à Harara. Maël. Oui, moins de 2 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à Nashat Milchem, d'après les enquêteurs, pour se rendre dans son village après l'attaque meurtrière qu'il a commise à Tel Aviv. Pendant une semaine, c'est donc ici, à Harara, que le tireur s'est caché. Changeant tous les jours de plan, selon certaines sources, Nashat Milchem aurait bénéficié de l'aide de plusieurs habitants et de certains membres de sa famille au sens large. La police israélienne a d'ailleurs procédé à une dizaine d'arrestations depuis vendredi dans le quartier qui a vu la chasse à l'homme prendre fin. C'est après avoir repéré la police et pris la fuite que Nashat Milchem s'est fait abattre alors que ce dernier avait ouvert le feu sur les forces de sécurité. Sa famille proche n'aurait en revanche rien à se reprocher puisque le père de Nashat ainsi que son frère, interrogés par les services de sécurité intérieure depuis mardi, ont été libérés ce dimanche sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Ce qui n'est pas le cas d'un autre proche qui a vu, lui, sa garde à vue se prolonger de 3 jours par les enquêteurs. Son identité n'a pas filtré. La famille Milchem, qui a débuté ce samedi une période de deuil pour une durée d'au moins 3 jours dans la maison de famille, attend de pouvoir dorénavant enterrer leur fils dès que la dépouille de ce dernier leur sera restituée. Et c'est dans le cimetière d'Harara, non loin d'où je me trouve, qu'il sera inhumé dans les prochains jours. Alors, un crime commis par un arabe israélien au moment où le gouvernement Netanyahou lance un plan important d'aide pour le développement économique de cette minorité. On va en parler avec vous, Dror Even Sapir, car ce plan, eh bien, Netanyahou en a parlé de nouveau ce matin et il semble que cette aide importante que le gouvernement veut apporter sera conditionnée. Oui, une aide très importante, peut-être sans précédent depuis l'époque du gouvernement Rabin au milieu des années 90. C'est Binyamin Netanyahou qui, ce matin, à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, évoque les écarts entre juifs et arabes en Israël d'une manière très claire. Et il évoque les conditions que l'aide gouvernementale au secteur arabe devra imposer pour qu'elle soit réellement mise en œuvre. On va écouter tout de suite le Premier ministre israélien. Il est évident pour tout le monde qu'il existe des écarts importants entre le secteur arabe et le public juif. Des écarts dans les ressources et des écarts dans l'application de la loi. Des écarts dans les droits et des écarts dans les devoirs. Ces écarts ont été créés pendant des décennies et le temps est venu d'accomplir un important effort national pour les réduire. Au cours de ces dernières années, les gouvernements que je dirigeais ont investi de nombreuses ressources dans le secteur arabe et le plan sans précédent que le gouvernement a approuvé il y a des jours fera encore davantage dans cette direction. Mais parallèlement, nous établirons un plan d'application de la loi dans le secteur arabe. Je veux préciser que rien de ce que nous ferons dans les domaines des infrastructures, du tourisme, de l'éducation, du commerce, de l'économie, rien de tout cela ne sera promu si nous ne traitons pas de la question de l'application de la loi de l'État d'Israël en secteur arabe. Alors c'est très clair, Jean-Charles, Binyamin Netanyahou et son gouvernement sont prêts à aider massivement même le secteur arabe en Israël, mais à la condition que la loi soit respectée dans ce même secteur. On sait que des quantités impressionnantes d'armes circulent tout à fait légalement dans les villages arabes en Israël et également qu'il y a un problème endémique de construction illégale, peut-être parce que les gouvernements successifs auparavant n'accordaient pas suffisamment de permis de construire. Les choses vont changer en tout cas. Alors pourquoi toutes ces conditions justement ? Écoutez, entre l'annonce de ce plan d'aide massive qui a été élaboré par le ministère des Finances et par la ministre de l'Égalité sociale, Mme Ghila Gamliel, depuis l'annonce de ce plan, il y a eu bien évidemment l'attentat de Tel Aviv commis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, par un arabe israélien. Et puis même indépendamment de cet attentat, on entendait quelques grincements de dents dans la coalition, qui est une coalition très à droite menée par Binyamin Netanyahou, mais également dans l'électorat, dans une partie de l'électorat de Binyamin Netanyahou. Donc il était sans doute important pour le Premier ministre de rappeler qu'il y aura, oui, une aide, mais que le secteur arabe devra véritablement s'intégrer. On se rappelle des propos tenus par Netanyahou, boulevard Dizengoff, à l'endroit même où l'attentat avait été commis par Nashat Milchem. Il ne peut pas y avoir d'État dans l'État et on ne peut pas être israélien par les droits et palestinien par les devoirs. En choisissant ce genre de termes, Netanyahou savait qu'il touchait là une corde sensible et que c'était ce que voulait entendre son électorat.
Alors il y a aussi des paradoxes qui ressortent de tout ce dossier. Oui, le premier paradoxe, Jean-Charles, il concerne Benjamin Netanyahou et son gouvernement. A priori, on ne se serait pas attendu à ce qu'un gouvernement de droite élabore un plan d'aide aussi massif, 15 milliards de shekels tout de même sur une période de 5 ans. C'est pas rien pour le secteur arabe. Mais Benjamin Netanyahou lui-même est un fervent partisan de ce plan. Il le montre moins parce que son électorat, encore une fois, a émis des réserves. Il ne le montre pas, mais c'est un fervent partisan de ce plan, car Benjamin Netanyahou, on le sait, c'est quelqu'un qui croit aux vertus de l'économie. Et il est persuadé que pour le bien-être de l'ensemble de la société israélienne et pour le bien-être de l'ensemble de la société israélienne et pour la prospérité de l'économie israélienne, il est crucial que le secteur arabe israélien sorte de son retard. Il ne pourra pas le faire sans une aide de l'État. Dans le domaine des infrastructures, des transports en commun, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation, il y a des écarts tout à fait considérables à combler. Et encore une fois, ils ne seront pas comblés sans une aide massive de l'État. Et ça, Benjamin Netanyahou en est persuadé. Deuxième paradoxe, il concerne l'intégration de la société arabe elle-même à Israël. Sans même ce plan d'aide, on constatait que de plus en plus, les Arabes israéliens s'intègrent à la société israélienne. On constate qu'il y a un nombre de plus en plus élevé, par exemple, d'Arabes israéliens qui travaillent dans les domaines médicaux ou paramédicaux, des médecins, des pharmaciens. Et c'est bien évidemment une évolution positive. Mais, et c'est là qu'il y a également un paradoxe, il y a un nombre assez considérable, un pourcentage assez considérable, près de 20% des Arabes israéliens qui, à des degrés divers, éprouvent une certaine forme de sympathie pour le djihadisme, pour le Daesh. Donc là, il y a un paradoxe qui concerne la société arabe en Israël. Et les paradoxes, les hésitations du gouvernement actuel dans sa volonté d'aide aux Arabes israéliens reflètent ce même paradoxe. Merci Dror Even Sapir. Alors une semaine de traque pour retrouver l'auteur de cet attentat à Tel Aviv et plusieurs questions qui restent encore en suspens concernant notamment la fuite qui fut très rapide de ce tueur. Élément de réponse avec Maxime Pérez. L'issue de la traque était attendue. Elle s'est logiquement achevée avec l'élimination de Nashat Melchem. Mais il aura fallu plus d'une semaine aux policiers israéliens pour mettre la main sur l'auteur de la fusillade du bar Simta à Tel Aviv. Du temps, il en faudra encore beaucoup aux enquêteurs pour comprendre les motifs du terroriste. Un crime nationaliste, affirment des sources proches du Shabak, qui précisent cependant que le tireur a agi seul et qu'il ne serait lié à aucune cellule dormante. En marge de l'opération antiterroriste menée à Harara vendredi après-midi, 5 autres personnes ont été appréhendées par la police israélienne. Celle-ci doit désormais déterminer leur degré d'implication dans l'attentat de la rue Dizengoff, voir le rôle qu'ont joué les suspects dans l'exfiltration de Nashat Melchem. Au total, une vingtaine de personnes seraient dans le collimateur de la police, tous liés de près ou de loin à Nashat Melchem. Parallèlement, des critiques émergent sur l'attitude des forces de sécurité. Descente en plein jour, au cœur de quartiers résidentiels, des hommes armés jusqu'aux dents qui font du porte-à-porte, rien de très rassurant pour la population. D'autant plus que la police n'a que trop rarement communiqué. Un silence radio qui ressemble aux méthodes des services de renseignement israéliens. Précisément, Roni Alcher, le nouveau patron de la police et l'ancien numéro 2 du Shabak. A-t-il le profil requis pour remplir efficacement sa mission sans répandre un sentiment de psychose? Dans cette affaire, le Shabak n'est pas exempt de tout grief. Comment Nashat Melchem a-t-il pu échapper à ses radars? Est-il suffisamment implanté dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre le phénomène d'autoradicalisation, largement insufflé par l'esprit de l'État islamique? Autant de questions qui devront vite trouver des réponses pour éviter un nouveau drame. Alors des réponses avec vous, Jacques Nérien, on l'espère. Bonsoir, oui, vous êtes notre expert pour les questions de sécurité et militaire. D'abord, il y a quelque chose qu'on a toujours du mal à expliquer aujourd'hui, c'est le comportement finalement qu'a eu ce terroriste. C'est-à-dire qu'il a effectué son attentat et au lieu de continuer son action, il s'est enfui. Est-ce que c'est explicable ? Tout à fait. Je dirais que cet individu est une énigme parce que finalement il avait un endroit où travailler dans un des quartiers les plus huppés de Tel Aviv, dans le quartier résidentiel donc Ramat Aviv Gimel. Travailler dans ce qu'on appelle la pharmacie, c'était un magasin de fruits et de légumes alors c'est la crème de la crème qui est là-bas, donc rien ne lui manquait, il vivait bien. Et puis du coup, donc c'est l'idéologie qui l'a poussé. Donc c'est certainement l'idéologie qui l'a poussé. Ce qui est incompréhensible, c'est comme vous le dites, c'est son comportement. Ce n'est pas le comportement d'un djihadiste. Il a tiré 15-20 balles et puis il s'est tout simplement retiré.
il s'est retiré en tuant un autre chauffeur Amin en chemin, et il se réfugie 2 heures après chez lui dans son village. Mais qu'est-ce qu'il pensait ? Qu'est-ce qu'il devait penser, cet individu, ce terroriste ? Il devait penser quand même, comme nous l'avions si bien dit, Israël est un pays fermé. Pour sortir d'Israël, c'est impossible. Donc, tôt ou tard, on aurait mis la main dessus. Il sait très bien, il vient d'une famille de collaborateurs, entre guillemets. Donc, ce n'est pas par hasard que des armes à feu se trouvent 2 armes à feu se trouvent dans cette famille-là. Donc, plus ou moins, le Shabak devait être impliqué, devait connaître. Donc, c'est de plus, je dirais, une grande déficience du Shabak. Comment est-ce qu'on a laissé des armes dans une famille quand on sait qu'un des fils, en 2007, a essayé d'attaquer un soldat, et puis il a passé 5 ans de prison. Donc je dirais là, c'est une défaillance qu'on ne comprend pas pour l'instant. On ne comprend pas non plus pourquoi est-ce que dès le début, l'affaire n'a pas été traitée comme une affaire terroriste, mais surtout on pensait du côté criminel. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il avait quelque chose, une vengeance personnelle contre certains. Tout cela, et je dirais, n'est pas encore très clair. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est qu'il s'agit d'un réseau. C'est que cet individu-là, Nashat, a évolué dans un réseau qu'il a caché, qu'il a nourri, qu'il a financé, et je dirais dans un milieu qu'il connaissait pendant plus d'une semaine qu'il était sur place. Donc c'est des complices sur place. Et sur cela, je dirais, on s'attarde de plus en plus pour comprendre la complexité de ce système-là. D'un côté, ce n'est pas le Hamas. De l'autre côté, ce n'est pas Fatah. On soupçonne un certain djihadiste. C'est pour cela d'ailleurs que de ce que Israël officiel dit que c'était l'État islamique, était influencé par l'État islamique. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'autorité palestinienne a finalement l'a éliminé de la liste des martyrs. Donc, en prétendant que c'était des martyrs de 48, des Palestiniens de 48, non pas les Palestiniens des territoires d'aujourd'hui. Tout cela, je dirais, pose de grandes questions qui n'ont pas de réponse. Et malheureusement, peut-être à partir de Nashat, on n'aura pas de réponse, c'est déjà trop tard. Peut-être que ces complices nous donneront plutôt, je dirais, une petite fenêtre sur ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu arabe. Parce que ce qui se passe dans ce village-là, à Harara, je dirais, c'est un signal d'alarme pour Israël que de telles cellules pullulent dans d'autres villages et dans d'autres régions au nord d'Israël, dans le sud. D'ailleurs, on a vu qu'à Hebron, encore une cellule, cette fois attachée au Hamas, démantelée avec des armes à feu, des projets d'attentats à l'arme à feu. On est en train peut-être d'essayer de radicaliser cette vague d'attentats. Écoutez, Hebron, c'est le nid de vipère. C'est le nid de vipère, c'est l'endroit le plus radicalisé de la Cisjordanie. C'est l'endroit où les terroristes vivent dans un milieu qui les encourage à agir. Et puis, ils sont en contact direct et en conflit direct avec je dirais, les Israéliens qui sont sur place à Hebron, qui sont sur place dans Gush Etzion. Donc, ils sont, je dirais, c'est cette espèce de coexistence n'existe. Ce n'est pas une coexistence, c'est une guerre. C'est 2 vagues qui se rencontrent sur place, et donc ce qui fait que cet endroit-là est idéal pour la création de cellules. Et là, le Hamas, c'était tout simplement, on le sait déjà, si jamais il y avait eu des élections sur place, le Hamas l'aurait remporté. Donc, ce qui se passe, c'est comme la cruche, à force d'aller à la fontaine, va se casser. On a découvert en rien de temps 3 cellules, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus dans la région. Et à Dieu ne plaise, si jamais on ne met pas la main dessus, on aura de mauvaises surprises dans la région. Là. Merci Jacques Neria, donc expert pour ces questions de sécurité. En Allemagne, un ministre estime que les violences sexuelles commises sur des femmes à Cologne la nuit du Nouvel An ont pu être planifiées. Cette agression de masse suscite en tout cas toujours une très forte émotion dans le pays. Et la chancellerie et la chancelière, d'ailleurs Angela Merkel, est désormais attendue pour sa politique envers les réfugiés. Donc plusieurs centaines seraient les auteurs de ces attaques. Julia Ganancien.
Jour après jour, les langues se délient. Les violences le soir du Nouvel An à Cologne sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Quand une telle horde se rassemble pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations, mais aussi des actes. Le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. La situation pour Angela Merkel est d'autant plus délicate que les migrants continuent d'arriver en nombre et que la solution internationale qu'elle préconise a toutes les peines à se concrétiser. Hier, l'extrême droite allemande manifestait à Cologne dans une atmosphère très tendue. Policiers et manifestants se sont fait face, jets de bouteilles et de pétards contre canons à eau et gaz lacrymogène. Alors on est en ligne avec Emmanuel Pied qui préside le collectif féministe contre le viol. Bonsoir. Bonsoir. On voit bien qu'on est sur un sujet extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas stigmatiser ces réfugiés que l'Europe veut accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et en même temps, il y a des faits. Comment vous vous positionnez, vous ? Toujours de la même façon, c'est-à-dire que le viol est un crime et que les gens qui commettent des viols doivent être punis, quelle que soit leur nationalité et leur statut social. C'est vrai que c'est difficile dans tous les cas. Quand c'est des grands hommes politiques, on a aussi du mal à les faire punir. Quand c'est des réfugiés politiques, c'est difficile aussi. Mais tout le monde, tout violeur doit être puni, bien sûr. Mais là, on est face à quelque chose qui est presque sans précédent. Les Allemands l'ont dit d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut réagir ? Comment la société doit réagir face à un tel phénomène ? Alors, vous savez, le viol, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et par exemple, en France, c'est à peine 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc, ce qui est très fréquent, c'est que les violeurs ne soient pas condamnés. Et c'est une bataille de plus de 50 ans de faire que les violeurs soient condamnés. Mais ce n'est pas plus extraordinaire là qu'ailleurs. Mais là, il y a quand même une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que on a des personnes qui viennent d'arriver en Europe, dont on a beaucoup parlé, on s'est ému de leurs conditions de voyage, et puis se passent ces agressions assez spectaculaires. Comment est-ce qu'on doit réagir selon vous ? Écoutez, à chaque fois qu'il y a des festivités, il y a des exactions sexuelles, et en général, on n'en parle pas. Dans l'ensemble des grandes fêtes, des grands rassemblements, il y a de l'alcool, il y a des exactions sexuelles. Est-ce qu'on en profite pour en parler à partir du moment où c'est des migrants? Je ne sais pas. Mais très bien, tant mieux, ça se dénonce. Pour moi, c'est une très bonne chose. Merci Emmanuel Pied, présidente donc du collectif féministe contre le viol. Au Mexique, les autorités veulent à présent entendre l'acteur américain Sean Penn, auteur d'une interview filmée avec le trafiquant de drogue El Chapo durant sa cavale. C'est d'ailleurs cette interview qui aurait aidé à sa capture ce week-end. Gabriel Nolin. Clap de fin pour la course d'El Chapo. Le très puissant baron de la drogue mexicain a été arrêté vendredi matin après plus de 6 mois de surveillance intensive par les services de renseignement. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à capturer Joaquim Guzmán Loera, le fugitif le plus recherché au monde. Une arrestation à l'image de la vie du trafiquant. Poursuite dans les canalisations et affrontements sanglants entre les forces de police et ses hommes. Parmi les éléments qui ont permis son arrestation, sa rencontre avec Sean Penn pour faire une interview pour le magazine Rolling Stone, affirme un officiel mexicain. L'acteur s'était rendu en octobre dans une forêt pour y rencontrer El Chapo. Le trafiquant aurait également baissé sa garde et aurait contacté des personnalités de l'industrie du cinéma. Une découverte importante nous a permis de le trouver. Guzmán Loera avait l'intention de tourner un film biographique et a donc contacté des actrices et des producteurs, ce qui a donné une nouvelle piste dans l'enquête.
Un parcours qui a en effet de quoi inspirer les superproductions américaines. D'abord simple cultivateur de marijuana, il monte graduellement les échelons du cartel et devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Il alimente le monde entier en cocaïne, amphétamine, héroïne et marijuana. Il s'était notamment échappé de façon extraordinaire de la prison de haute sécurité dans laquelle il était interné en 2014 par un tunnel qu'il avait fait construire sous ses toilettes. Les États-Unis ont lancé une procédure d'extradition, une idée soutenue par les Mexicains. Dans un instant, invité de ce journal, Maryse Wolinski, qui vient d'écrire un livre hommage à son mari assassiné avec d'autres à Charlie Hebdo. C'était il y a tout juste un an. On se retrouve juste après la pause. Et puis on parlera également de football, mais aussi de la réunion de la Ligue arabe aujourd'hui au Caire à propos de la crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite. À tout de suite.